l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Keck, philosophe, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Frédéric, vous venez de publier chez La Découverte Delcourt et avec Héloïse Chauchois à l'illustration, la bande dessinée « Les animaux malades des humains au procès des zoonoses ». Visons, chauves-souris, poules, singes, rats et vaches y sont appelés à la barre pour répondre des crimes dont ils sont accusés, avoir transmis aux humains des maladies infectieuses comme la Covid-19, la grippe aviaire, Ebola ou encore la rage. Mais les animaux sont-ils les véritables coupables ? De manière didactique et avec humour, vous nous proposez de questionner notre rapport aux autres espèces et d'interroger la responsabilité des humains dans l'émergence des maladies. En 128 pages, vous nous montrez les effets néfastes de l'anthropisation de la planète, de la domestication de certaines espèces et de l'élevage industriel intensif, dirigé par des logiques de rentabilité économique au détriment de la santé des vivants. Alors, le sujet n'est pas nouveau pour vous, puisque cela fait déjà plus de 15 ans que vous travaillez au croisement de l'histoire des sciences, de la sociologie des risques et de l'anthropologie de la nature. Parmi d'ailleurs vos nombreuses publications, vous êtes par exemple notamment l'auteur d'Un monde grippé, publié aux éditions Flammarion en 2010, de Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, paru chez Zone Sensible en 2020, puis réédité chez Point Essai en 2021, ainsi que de La politique des zoonoses, vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques, publié chez La Découverte en 2024. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux crises sanitaires liées aux maladies animales ? Alors, j'ai commencé ces recherches en 2005, quand je suis rentré au CNRS avec une forte envie de faire du terrain en anthropologie sociale, puisque jusque-là, j'avais fait plutôt des recherches sur la philosophie des sciences sociales. Et c'était donc l'année où le virus de grippe aviaire passait donc d'Asie en Europe et en Afrique, avec des alertes sur des élevages de volailles où il y avait des abattages très spectaculaires, des journalistes qui venaient assister et rapporter ces abattages. Il y avait, quand on était dans les aéroports, des messages disant qu'il ne fallait pas rapporter des oiseaux d'Asie, aussi des informations sur des antiviraux qui étaient disponibles, qui s'appelait à l'époque le Tamiflu. Donc ça m'a intrigué, l'idée qu'on se prépare à une pandémie de grippe venue des oiseaux asiatiques. Et j'ai eu donc l'occasion de travailler avec des experts en sécurité sanitaire, donc à l'ANSES, pour comprendre comment tout ce qui s'était mis en place autour de la vache folle en 1996, donc autour du principe de précaution, était transformé par la préparation à une pandémie de grippe. Donc tout un ensemble de mesures qui ont été prises notamment aux États-Unis sous l'administration Bush. Et comment ça avait commencé en 1997 à Hong Kong, dans le sud de la Chine, au moment de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la République populaire de Chine. Donc j'ai pu ensuite faire du terrain à Hong Kong et j'ai pu comprendre que ce n'était donc pas seulement une lubie de l'administration Bush, comme certains le supposaient, du fait qu'il y avait aussi des conflits d'intérêts autour de la distribution globale de Tamiflu depuis les États-Unis, mais que c'était profondément lié à une transformation historique et économique et anthropologique autour des relations entre les humains et les oiseaux, donc dans le sud de la Chine depuis une vingtaine d'années. Et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment ce qui a été mis en place à Hong Kong en termes de mesures de contrôle dites de biosécurité s'est transformé au fur et à mesure que ce virus de grippe aviaire se déplaçait lui-même dans le reste du monde, puisque actuellement un grand nombre de territoires, d'espèces sont touchés par ce virus de grippe dit H5N1, sauf l'Australie. Ce qui est assez ironique puisque c'est des scientifiques australiens qui, dans les années 70, ont mis en place ces mesures de biosécurité et d'anticipation à Hong Kong, pour des raisons liées à l'histoire de l'Australie comme un poste d'observation pour les
pour les populations européennes de transformation écologique et de mesures pour éviter, contrôler ces transformations écologiques. Donc voilà, on est un peu dans un moment intéressant où ce qui s'est mis en place en Australie a maintenant transformé le reste du monde et il sera intéressant de regarder comment les Australiens se préparent à l'arrivée de la grippe aviaire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur à quoi ressemble une enquête sur ces questions-là ? C'est-à-dire quel type d'espace vous parcourez ? Vous parliez de contrôle biosécuritaire à la frontière. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez aussi dans ces espaces de contrôle ? Et puis, je vous pose la question à dessein parce que dans la BD, à plusieurs endroits, vous convoquez un certain nombre de figures, d'experts, notamment la directrice de l'Organisation mondiale de la santé animale, des virologues ou encore un professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Donc j'imagine aussi que c'est des personnes que vous rencontrez. Vous l'avez dit, vous avez travaillé aussi avec des scientifiques, des sciences dures, pour le dire de façon vernaculaire. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ça ressemble une enquête en anthropologue sur ces questions ? Alors, c'est une enquête un peu particulière parce qu'on n'est pas immergé dans un groupe social dont on essaie de comprendre des pratiques complexes, implicites. On est dans des territoires très globalisés, où il y a des flux de personnes et de marchandises. Et donc, le point d'entrée dans ces territoires, c'est justement ces experts qui les perçoivent à travers les mutations des virus entre espèces animales. Donc on est assez dépendant de la vision du monde de ces experts, vision du monde qui est elle-même très fortement équipée par des outils techniques, par des intérêts financiers aussi. Donc il ne faut pas être complice de cette vision du monde. Et en même temps, moi j'ai été effectivement assez intéressé, pour ne pas dire fasciné, par l'ampleur que donc cette idée que des virus émergent des autres espèces animales quand l'écosystème se transforme, à quel point c'est effectivement révélateur ou explicatif de beaucoup de phénomènes globaux à l'échelle de la planète. Donc voilà, il y avait tout un effort d'abord pour comprendre ce discours, ou cette vision du monde des zoonoses ou des maladies infectieuses émergentes, la diversité des acteurs qui le composent, avec des mots d'ordre, One Health, EcoHealth, Planetary Health, aussi les différentes professions. Il y a des vétérinaires, des écologues, des immunologistes, des microbiologistes, des épidémiologistes. Et donc tous ces gens travaillent ensemble avec des formations différentes. Mais bon, le but pour moi, c'était quand même de comprendre comment ça fonctionne au niveau d'un territoire et comment ça transforme les pratiques des gens qui vivent avec les animaux. Donc voilà, j'ai quand même passé autant de temps avec les scientifiques qu'avec les éleveurs de volailles ou les observateurs d'oiseaux. Alors du coup, la difficulté quand on arrive sur le terrain, si ce terrain c'est justement des fermes de volailles ou des réserves naturelles d'oiseaux sauvages, c'est qu'il ne faut pas arriver muni de toute cette vision du monde. Il ne faut pas poser directement des questions sur alors est-ce que vous respectez les mesures des biosécurités ? Qu'est-ce que vous faites si vous trouvez un oiseau infecté par la grippe aviaire ? Ce qui est intéressant, c'est d'abord de comprendre effectivement l'histoire d'une réserve naturelle, la transformation de la filière de volailles dans le sud de la Chine. Et ça suppose effectivement de passer un peu de temps, de comprendre les structures sociales de ces groupes-là, où il y a beaucoup de pratiques globalisées qui arrivent, aussi bien pour l'observation d'oiseaux sauvages que pour l'élevage industriel de volailles. Et en même temps, il y a des formes de vie tout à fait ordinaires qui se déroulent autour de l'élevage ou de l'observation d'oiseaux sauvages. Donc c'est une enquête multi-espèces, multi-acteurs. Alors j'essaye de ne pas faire trop multi-territoire, même si on se déplace un peu aussi. Mais c'est assez passionnant parce que les mêmes phénomènes se produisent dans différents territoires. Par exemple, à Taïwan, où j'ai aussi pu faire des enquêtes, les observateurs d'oiseaux étaient beaucoup plus organisés qu'à Hong Kong, avec une histoire américaine, alors que les éleveurs de volailles, eux, étaient beaucoup plus réticents à parler à l'anthropologue, parce que c'était une économie un peu plus occulte, qu'il fallait protéger. Il n'y avait pas la même volonté du gouvernement de montrer le caractère exemplaire de ces pratiques. Donc quand on travaille sur ce triangle comme ça, expert, observateur de la vie sauvage et éleveur de volailles, ces rapports changent en fait selon les territoires. Et alors j'ai une double question qui est liée notamment à votre terrain en Chine, qui concerne les accès
On sait qu'il y a certains chercheurs, chercheuses qui peuvent rencontrer des formes de contrôle de l'enquête qu'il ou qu'elle mène. Et ça m'amène à une deuxième question, c'est qu'est-ce que ça permet d'éclairer en fait une approche anthropologique des crises sanitaires? Comme vous êtes aussi accueillis dans ces laboratoires auprès de ces experts ou de ces observateurs, est-ce qu'il y a des formes d'échange? Est-ce qu'ils sont, ils et elles sont intéressés par le type de savoir que vous allez pouvoir produire? Alors, quand je suis arrivé à Hong Kong donc en 2007, il y avait une forte liberté de parole sur donc les zoonoses en général, puisque c'était à la fois la grippe aviaire depuis 1997 et le SRAS depuis 2003. Il y a été quand même un moment de forte médiatisation des experts de l'Université de Hong Kong, puisque ce qu'ils avaient fait depuis 1997 sur la grippe aviaire avait connu un grand succès dans le contrôle du SRAS, qui était pas un virus de grippe, c'était un coronavirus qui venait des chauves-souris. Mais voilà, ça a été bien contrôlé à Hong Kong, mal contrôlé en Chine. Donc tout ce travail de surveillance qui amène les gens de Hong Kong à se penser comme des sentinelles des zoonoses qui apparaissent en Chine, tout ça a été extrêmement médiatisé et du coup facile à étudier en fait, puisque même s'il y avait un discours un peu de façade, on pouvait assez facilement retrouver les origines de ce discours et voir justement comment c'était accepté ou non, comment ça transformait les pratiques à l'échelle du territoire de Hong Kong. C'était ensuite plus difficile de circuler en Chine, et ça je l'ai fait en bénéficiant, alors à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons linguistiques, c'est que je parle pas assez chinois pour faire des enquêtes de terrain en Chine, mais j'ai pu aller à Pékin, à Shanghai, à Canton, avec soit des traducteurs, soit carrément des espèces de cellules diplomatiques pour interroger des personnalités administratives ou des éleveurs ou des observateurs d'oiseaux. Mais en Chine, il y avait plus de réticence parce que c'est un pays où il est de toute façon difficile de faire des enquêtes. Disons qu'en 2007-2010, au cœur de mon enquête, c'était encore possible. Ça ne l'est plus aujourd'hui, et surtout à cause du Covid, de la Covid-19, qui est une répétition du SRAS, puisque la Chine populaire a construit à Wuhan un laboratoire équivalent à ce qui se faisait à Hong Kong. On peut considérer qu'ils ont bien fait leur travail du point de vue technique, puisqu'ils ont séquencé le SARS-CoV-2 dès le mois de janvier 2020, mais que par contre toute la chaîne de signaux d'alerte qui avait fonctionné à Hong Kong à travers les médias, le gouvernement, pour justement réagir rapidement à l'émergence d'un nouveau virus, ça n'a pas fonctionné en Chine. Donc c'est très difficile rétrospectivement d'enquêter sur ce qui s'est passé en 2020. J'ai eu la chance en 2013 de participer à un congrès organisé par l'Académie des sciences à Wuhan, et j'ai pu voir effectivement la complexité de cette ville où il y a effectivement un laboratoire de haute sécurité construit dans la périphérie de la ville, mais il y a aussi plusieurs petits laboratoires construits aussi dans le centre, avec des chaînes de commandement extrêmement hiérarchiques. Donc voilà, j'ai pas pu enquêter sur ce qui s'est passé à Wuhan, et je pense que ce serait difficile. J'ai des étudiants chinois qui enquêtent sur les marchés aux animaux en Chine. Donc c'est un sujet difficile pour la Chine, très important du fait du développement de cette économie. C'était un sujet très facile et très intéressant, passionnant pour Hong Kong au milieu des années 2000. Et sur la deuxième partie de ma question sur les échanges, les intérêts. Oui, tout à fait. Donc c'était effectivement facile au sens où l'information était disponible, et ça correspondait à une demande de la part des experts, puisque toutes les mesures qu'ils avaient mises en place depuis une dizaine d'années, ils voyaient bien que ça se heurtait à des résistances de la part, surtout des éleveurs de volailles, mais un peu aussi des conservateurs de la vie sauvage qu'ils essayaient d'intégrer dans leur dispositif de surveillance. Donc il y avait une demande adressée aux sciences sociales de rendre acceptables les mesures de biosécurité et de comprendre leur perception du risque.
Voilà, c'est-à-dire quand il se trouve face à une volaille potentiellement infectée ou un oiseau sauvage moribond, est-ce qu'ils ont le comportement adapté? Alors ce genre de demande est effectivement très délicat quand on fait des enquêtes de sciences sociales parce que c'est très normatif, donc justement ça conduit à arriver sur un terrain avec des questions déjà préformatées et des fortes attentes normatives. Donc il fallait arriver à contourner cette question, à produire des observations sur les pratiques sociales suffisamment riches pour à la fin donner quand même un compte-rendu de ces pratiques qui répondent à la question initiale mais qui la compliquent un peu aussi. Voilà. Et bon, j'ai essayé de le faire à la fois avec les biologistes de Hong Kong et puis avec d'autres experts, disons en France, sur des questions épidémiologiques. Voilà, je pense effectivement que j'ai une compréhension des mécanismes sociaux autour de ces comportements dits à risque, mais qui ne se réduit pas à un questionnaire ou à des prescriptions. Voilà. Pour ce qui est des observateurs et des éleveurs, quel type de relation entretenez-vous avec eux et eux, est-ce qu'ils sont curieux de votre pratique? Est-ce qu'ils voient aussi une forme d'intérêt, de connaissance de ce que vous pourriez en tirer? Alors pour les observateurs d'oiseaux, c'était plus facile parce que plusieurs d'entre eux étaient anglais et donc avaient une familiarité avec l'enquête anthropologique et étaient eux-mêmes en demande de formes de reconnaissance de leur travail pour avoir accès justement au gouvernement, changer les mesures qui leur étaient imposées et qu'ils trouvaient absurdes. Donc dans leur réserve naturelle. Puis il y avait tout un mouvement dans cette association d'observateurs d'oiseaux qu'on pourrait qualifier d'indigénisation, même si c'est un terme étrange, mais en histoire des sciences, ça permet de comprendre comment un certain nombre de pratiques, notamment de conservation introduites par les Européens, sont réappropriées, transformées par des populations locales. Donc voilà, il y avait des Hongkongais, soit universitaires, soit voilà, beaucoup plus citoyens ordinaires, qui eux-mêmes s'intéressaient à l'observation des oiseaux sauvages, pouvaient me dire en quoi ces mesures de contrôle de la grippe aviaire les interrogeaient. Voilà, donc c'est une discussion qu'on peut avoir justement dans ces longues heures qu'on passe à observer ensemble des oiseaux. Pour ce qui est des éleveurs de volailles, c'était plus difficile, d'abord parce qu'il y en avait peu. Il y avait 30 éleveurs de volailles à Hong Kong au moment où je faisais mes enquêtes. Et j'ai pu rencontrer donc le syndicat des éleveurs de volailles, à la fois une réunion collective, et puis à la suite de cette réunion, travailler donc dans la ferme d'un de ces éleveurs, qui n'était pas extrêmement disponible, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de fermes des deux côtés de la frontière. Donc c'était vraiment un entrepreneur, c'était pas un éleveur. Mais j'ai pu discuter avec ses ouvriers, puisque c'était vraiment des ouvriers migrants qui étaient là pour faire un travail difficile. Donc voilà, ça c'était la partie chinoise. Et puis dans les enquêtes que je mène maintenant en France, notamment en Vendée, là j'ai pu directement rentrer par les éleveurs, puisque j'ai un ami historien des sciences qui est fils d'éleveur de volailles. Et donc par là, je suis inséré dans des pratiques de sociabilité où je comprends l'histoire de la filière, les attentes que ça a suscité chez eux, les déceptions aujourd'hui avec justement les menaces comme la grippe aviaire, mais aussi tout un tas de difficultés de la filière agricole. Donc l'enquête que je mène aujourd'hui est beaucoup moins dépendante du cadre de l'expertise, aussi parce que je suis en terrain français, et beaucoup plus insérée dans des pratiques locales. Alors, le titre de la bande dessinée est Les animaux malades des humains. Et donc, c'est une inversion, en fait, d'une expression qui est bien connue, mais qui renvoie aussi à un présupposé très ancré, qui serait que les animaux nous rendent, nous, humains, malades. Or, précisément, ce que vous montrez, en retraçant dans la BD, pour chaque espèce, appelée à la barre, les connaissances épidémiologiques, virologiques et historiques qui se sont constituées sur ces rencontres entre ces animaux qui vivaient, en fait, au départ, assez loin des humains et les humains, auxquels ils ont transmis des maladies, c'est que plutôt c'est les humains qui rendent malades les animaux. Comment ces humains, nous humains, portons-nous cette responsabilité ? Alors ce renversement, c'est ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est-à-dire ce que j'appelle voir les zoonoses du point de vue des animaux.
ce qui correspond à un mouvement dans ce qu'on appelle l'anthropologie de la nature, l'anthropologie multi-espèces, où on donne une agentivité aux animaux. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse depuis le début de cette histoire de la grippe aviaire, c'est comment ces petits oiseaux situés au bout du monde ont cette capacité à effrayer les puissants de la planète par le simple fait de transmettre des virus aux humains. Donc, ce qui est intéressant à partir de ce constat de l'agentivité des animaux, c'est de renverser aussi la causalité. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on redoute une maladie qui infecte les humains, comme la fameuse pandémie de grippe espagnole de 1918, et on en cherche les causes chez les oiseaux. Ça, c'est ce que les Australiens ont découvert dans les années 60. Et donc, on remonte cette chaîne de causalité pour essayer de la bloquer, en fait. C'est ce qu'on appelle contrôler les réservoirs animaux. Alors qu'effectivement, les recherches écologiques ont plutôt montré que si les virus de grippe émergent chez les oiseaux sauvages et notamment aquatiques, pour qu'une souche virale soit sélectionnée, amplifiée et qu'elle cause une pandémie à l'échelle de la planète, il faut des facteurs anthropiques, notamment donc, l'élevage industriel, le déplacement des animaux sur la planète par le trafic d'animaux sauvages. Donc là, on renverse la causalité, c'est plus les animaux qui rendent les humains malades, c'est les humains qui rendent les animaux malades. Donc pour jouer sur tous ces effets de renversement, où les animaux agissent et en même temps c'est nous qui les rendons malades, donc il y a une sorte de... Donc je voulais réfléchir sur la dynamique d'accusation. Voilà. Et donc la meilleure forme pour penser la dynamique d'accusation, c'est un procès. Alors c'est complètement fictif, puisque c'est dans les médias qu'on voit des images d'animaux qui attaquent les humains avec des virus. Au moment de la grippe aviaire, en 2005, il y avait des poulets terroristes, toute cette crainte du terrorisme globalisé. Au moment de la Covid, on a parlé de la vengeance de la chauve-souris. Donc pour penser ces dynamiques d'accusation, l'espace du procès est intéressant. Et donc nous sommes partis avec Héloïse ce choix, puisque c'est une coécriture de scénario, et avec les éditeurs de Delcourt et de La Découverte, c'est vraiment une production collective. Nous sommes partis sur un fait, donc qui est qu'en 2022, je crois, quand on a commencé à travailler, il y avait donc des élevages de visons en Espagne, qui étaient détruits parce qu'ils étaient infectés par la grippe aviaire. Et ça faisait écho aux élevages de visons au Danemark, qui avaient été détruits parce qu'ils étaient infectés par la Covid. Donc voilà, on a imaginé le procès du vison qui est accusé de ces deux grandes maladies. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un animal est accusé, il va raconter l'histoire de sa rencontre avec les humains, et comment cette rencontre a en quelque sorte mal tourné. C'est-à-dire comment ces animaux vivaient tranquilles à l'état sauvage avant d'être introduits par les humains, donc domestiqués, introduits dans leur maison, dans leurs élevages. Et comment les virus ou les pathogènes, les virus, oui, puisque, le prion n'est pas un virus, mais disons les pathogènes, révèlent les transformations de cette coexistence, ou les méfaits de cette domestication. Et à chaque fois, donc, c'est un expert qui vient corroborer, en quelque sorte, cette histoire de la domestication à partir des connaissances virologiques. Vous parliez d'agentivité des animaux. Je me demandais si vous ne donniez pas aussi une forme d'agentivité aux virus eux-mêmes, aux pathogènes également, et pas seulement aux animaux. Alors ça, c'est un choix depuis le début, c'est de ne pas donner trop d'agentivité au virus, même si c'est une tendance aujourd'hui dans l'ethnographie multi-espèces, de prendre le point de vue du virus, justement. On peut dire que c'est une ligne deleuzienne, c'est-à-dire qu'on va vraiment inclure tous les vivants dans le champ, dans le plan d'immanence, alors que moi j'ai une approche plus foucaldienne, c'est-à-dire que je pars de vivants qui se gouvernementalisent. Donc on peut gouvernementaliser des poulets ou des chauves-souris. C'est plus difficile de le faire avec des virus ou des microbes ou des bactéries parce que c'est pas la même échelle. Et donc mon approche, c'est de dire que les virus ou les bactéries, les microbes en général, sont des signes des transformations dans les relations entre les humains et les animaux. Voilà, et c'est plus proche en fait de
des analyses des virologues, même si les virologues aiment bien faire peur en disant « je suis un virus et je rentre dans une cellule et je fais tout exploser ». Mais ça ne correspond pas bien à leur pratique en fait. Ce qu'ils observent, c'est effectivement des cellules qui communiquent entre elles en s'échangeant des virus ou justement des espèces animales dans des écosystèmes dont les virus révèlent les perturbations. Voilà, donc j'essaie de ne pas aller trop loin et du coup, effectivement, dans la BD, il y a un moment où le juge dit « mais est-ce que le coupable ce serait pas le virus ?» Et donc je donne la réponse de Malik Peiris, qui est le directeur de l'Institut Pasteur de l'Université de Hong Kong, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui dit les virus ils veulent rien, hein, les virus c'est juste des morceaux d'information qui cherchent à se répliquer. Et justement quand un virus cause la destruction de l'organisme dans lequel il cherche à se répliquer, eh bien c'est que l'organisme ne le reconnaît pas, c'est-à-dire que c'est un signe qui fait dérailler le système, un peu comme nos bugs d'ordinateur. Et ça s'explique du point de vue immunologique. Voilà, donc c'est une bonne question à laquelle j'ai une réponse tout à fait claire. Et d'ailleurs, j'assume cette réponse parce que j'ai d'autres collègues qui ont une autre réponse. Alors, pour revenir sur la question des maladies, de la transmission de ces maladies et de la transformation des milieux de vie, on voit en fait dans tous les chapitres de l'ouvrage, peu importe l'espèce en question qui est appelée à la barre, qu'à chaque fois, l'intervention humaine, elle est d'ordre, donc évidemment de la domestication, mais aussi de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'exploitation en fait des animaux, que ce soit pour de la consommation alimentaire ou pour la consommation à titre des vêtements, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment et pourquoi les fermes d'animaux, l'engagement, entraînent le développement de pathologies chez les animaux? Ça, c'est une hypothèse qui a été formulée dès les années 80, quand cette vision du monde des maladies infectieuses émergentes est apparue. C'était de dire que c'était lié à une grande révolution technologique, économique, qu'on appelle la révolution du bétail. Alors c'est difficile à traduire en français, mais en anglais c'est livestock revolution, c'est-à-dire le moment où à l'échelle de la planète on considère les animaux comme du capital en fait. C'est littéralement du capital en fait. C'est-à-dire des marchandises qu'on va faire circuler, valoriser et détruire quand il y a un problème sanitaire. Et l'hypothèse, c'est notamment Jared Diamond qui a beaucoup popularisé cette hypothèse, c'est que cette révolution du bétail qui apparaît dans les années 1960, en fait, elle met un terme à 2 siècles d'élevage industriel où on a à peu près contrôlé un certain nombre de maladies. Alors que, selon Diamond, il y a une autre révolution qui est la révolution néolithique, où avec la sédentarisation, on a introduit dans l'espace domestique un certain nombre d'animaux que jusque-là on chassait. Et donc l'hypothèse d'archéologues, c'est que la domestication a donc introduit des zoonoses. Par exemple, la rougeole est un dérivé de la peste bovine. Il y a une divergence entre la peste bovine et la rougeole, mais à l'origine c'était un seul pathogène introduit par la domestication des bovins. Et donc l'hypothèse, c'est que la médecine vétérinaire et la santé publique ont permis de contrôler ces maladies pendant 2 siècles, avec les phénomènes d'élevage industriel d'une part, d'urbanisation de l'autre, et que la globalisation de l'élevage, l'augmentation de la population humaine à partir des années 60, tout ce qu'on appelle la grande accélération, ont fait apparaître des nouvelles zoonoses. Et donc on serait dans une situation assez proche de la révolution néolithique, où à nouveau il faudrait des chasseurs pour suivre au plus près ces animaux et les virus dont ils sont porteurs. Donc ça, j'aime bien cette hypothèse, je trouve que c'est assez intéressant de travailler avec cette hypothèse, même si ça pose des tas de problèmes en tant que grand récit, mais ça me permet justement de réfléchir au rapport entre chasse et élevage, sauvage et domestique, qui sont des coupures modernes avec lesquels on ne peut pas travailler quand on est sur ces terrains de zoonose. Donc du coup, la grande question du point de vue politique, c'est de savoir est-ce qu'on répond à ces nouveaux pathorités de plus en plus fermés, de grande taille, ou au contraire laisser des petits élevages avec des formes de plein air qui permettent des formes d'immunisation naturelle. C'est un débat que moi je ne peux pas trancher. Mais on a effectivement, c'était le point de départ de toutes ces biosecurity studies, c'était de voir comment, face à un choc écologique majeur, la biopolitique de l'élevage utilise des mesures qui produisent les maladies dont elle cherche à nous protéger.
Alors, dans le rapport que les humains ont à la maladie, vous évoquez assez brièvement dans la BD l'importance de la vaccination et la réticence, notamment, de certaines personnes à se faire vacciner, avec l'idée que ça servirait avant tout à engraisser les laboratoires pharmaceutiques. Donc en France, il y a un certain nombre de vaccins qu'on effectue enfants. Et il y a peu de controverses autour de ces vaccins, mais on a vu avec la Covid-19 le renouveau de la controverse et de débat sur la vaccination, avec de façon très tranchée en fait, avec des sceptiques, des gens qui sont vraiment se sont opposés à la vaccination contre la Covid, et avec des conséquences qu'on peut rattacher aux biopolitiques qui sont énormes, puisque de cette vaccination dépendaient des possibilités de circulation et des possibilités de travail, ce qui a affecté pour les gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, vraiment des trajectoires de vie pendant longtemps. Donc, ma question était, quel regard vous portez sur tous ces débats, en fait, parce que vous avez aussi beaucoup travaillé pendant la Covid-19. Et qu'est-ce que cela dit aussi de la façon dont les connaissances scientifiques peuvent être prises dans de la dans des régimes de désinformation, ce qui était assez frappant pendant la Covid. Oui, alors ça, c'était un point de convergence avec Héloïse Chauchois. C'était qu'on souhaitait diffuser à travers cette bande dessinée une information sur la vaccination, et sans être des grands partisans de la vaccination, on a très vite vu qu'on était on n'était pas anti-vax. Et vous avez très bien rappelé toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir d'être anti-vax aujourd'hui, mais voilà, pour des raisons peut-être personnelles, aussi bien Héloïse que moi, on avait plutôt envie, sans être des prosélytes de la vaccination, de faire une petite planche où on explique le principe de la vaccination, et ça fait partie du contenu pédagogique de cette bande dessinée. Alors c'était important pour moi parce que la question de la vaccination, je l'ai rencontrée dès le début quand j'ai fait ce terrain, puisqu'on vaccinait les volailles à Hong Kong. Il n'y avait pas de controverse sur la vaccination des humains. Puis j'ai vu arriver en 2009 avec la grippe H1N1 toute cette controverse sur la vaccination déjà contre un virus pandémique. Et c'est vrai que moi j'appartiens à une génération où la vaccination allait de soi, où on était vacciné pour des maladies dites enfantines. On avait son carnet de vaccination pour entrer à l'école. Et ce qui a été bouleversé, c'est à la fois l'émergence de nouvelles maladies infectieuses pour lesquels on avait des vaccins du type nouveau virus de grippe, alors que moi j'ai grandi par exemple dans un monde où on disait il n'y a pas de vaccin contre le sida, c'est affreux, le jour où il y aura un vaccin contre le sida, ce sera formidable. Et puis dans le même temps, l'État a retiré l'obligation pour un certain nombre de maladies, du fait de la mobilisation de groupes de patients sur des maladies qui résultaient c'était plus ou moins prouvé, mais qui étaient associés à des campagnes de vaccination. Donc voilà, le contexte de la vaccination en France est particulier, et nous on intervient dans ce contexte avec cette bande dessinée. Moi, ce que je souhaitais apporter, c'était justement le fait que la vaccination vient d'un savoir des éleveurs de bovins. La vaccine, c'est d'abord une maladie qui affecte les vaches, c'est la cowpox, et qui, en se transmettant notamment aux treilleuses dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, produit une immunité contre une maladie qui, au XVIIIe siècle, ravage la population humaine, qui est la variole. Et donc on rappelle le principe de la vaccination, donc observé par Jenner en Angleterre, qui consiste donc à prélever sur un animal une souche qui donc va être cultivée en laboratoire et atténuée, et qui donc, quand elle va être transmise aux humains, va produire une mémoire immunitaire qui va les protéger contre le virus humain au moment où il est rencontré. Donc voilà, la découverte de Jenner systématisée par Pasteur, c'était important pour nous de la rappeler. Après, c'est sûr que au moment de la Covid, la façon même dont la vaccination a été imposée dans un temps rapide pour mettre fin à tous les stop and go du confinement, ça a été brutal, ça a été vécu par beaucoup de professions justement pour qui ça devenait une obligation comme brutal, et ça a profondément divisé les communautés, les familles, les groupes d'amis, etc. Donc voilà, on ne voulait pas imposer un point de vue, on voulait juste rappeler cette information avec cette idée que la vaccination, c'est effectivement
à la fois des substances et des savoirs partagés entre les humains et les animaux. Et d'ailleurs, on a vu, là, dans le récent épisode de la dermatose nodulaire contagieuse, qui a suscité beaucoup d'émoi dans les médias, parce que contre une nouvelle maladie, là encore, il fallait abattre les bovins. On a vu que les éleveurs étaient très contents d'avoir un vaccin disponible. Donc voilà, il y a un peu cet argument aussi qu'on met dans la bouche d'une vache à un moment, que c'est quand même plus respectueux de vacciner et de surveiller les animaux que de les abattre. Alors tout à fait, mais est-ce qu'on ne peut pas, au vu de la hiérarchisation qu'on opère entre les espèces, et donc comme vous le disiez tout à l'heure, les animaux en fait sont quand même traités comme des marchandises, est-ce que c'est pas plus facile de faire vacciner des animaux puisque c'est des marchandises plutôt que soi-même ? Bien sûr, les animaux, on ne leur demande pas le consentement pour les vacciner. C'est même des formes de vaccination à la chaîne. Donc là, j'ai pu observer ces vaccinations, voir comment ça produit une réorganisation de la filière, des gens qui y travaillent. Et ça a des effets secondaires sur à l'échelle de 80 000 volailles, c'est quelques dizaines qui meurent le jour de la vaccination. Et donc ça, c'est considéré comme de la perte acceptable. Et ce serait bien sûr inacceptable au niveau de la population humaine. Moi, ce qui m'intéresse le plus, justement, dans ces débats sur la vaccination animale et ce qu'elles peuvent nous dire de la vaccination humaine, c'est justement que quand on vaccine trop les animaux, on perd la capacité de suivre les virus. C'est-à-dire que si tous les animaux sont vaccinés contre un même virus, on ne pourra plus détecter les nouveaux virus. Et donc, c'est pour ça qu'à Hong Kong, il y avait ces poulets non vaccinés qui étaient qualifiés de sentinelles, au sens où ils étaient plus observés que les autres pour détecter l'arrivée des nouveaux virus. Et dans mes spéculations, j'en suis presque arrivé à me dire que les antivax, s'ils voulaient aller jusqu'au bout de leur raisonnement, il faudrait qu'ils assument d'être des sentinelles. C'est-à-dire, je veux bien ne pas me vacciner et donc rester un peu en dehors du système social, mais quand même, je veux bien aussi qu'on rapporte les maladies qui m'arrivent, parce que si elles m'arrivent à moi, elles vont aussi arriver au reste de la population qui est vaccinée. Bon, c'est un raisonnement un peu bizarre, mais comme l'idée, c'est que la sentinelle, c'est un vivant qui est sur la ligne de front de l'arrivée d'un nouveau virus, je crois que ça donne pour le coup de la gentilité à la fois aux animaux et aux humains. Alors, je vous propose, avant qu'on referme cet épisode, qu'on écoute tout de suite l'un des titres que vous avez choisi. Il s'agit de Reunion of the Soul d'Avishai Cohen. C'est l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. C'est l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. C'est l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
hyper vitesse, plein de choses à faire et des retards parfois. Tu Avancer. dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais. Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. C'était Reunion of the Soul d'Avishai Cohen. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Alors j'aime beaucoup la musique d'Avishai Cohen, qui est un contrebassiste israélien, qui est un groupe de jazz fantastique avec des pianistes, des batteurs qui tournent d'ailleurs, qui sont très jeunes et très, très talentueux. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau, c'est que Israël tient une place un peu importante dans ma réflexion, parce que cette réflexion sur les sentinelles, justement, je l'ai beaucoup formalisée à partir d'un ornithologue israélien qui s'appelle Amot Zahavi, et donc qui a travaillé avec sa femme Avishag, et qui ont observé des oiseaux sentinelles dans le désert du Negev, en montrant que ces oiseaux sentinelles ne se sacrifient pas pour leur groupe face à un prédateur, mais au contraire font une espèce de danse face au prédateur, à la fois pour lui dire que c'est pas la peine d'attaquer puisqu'il a été vu, et pour dire au reste du groupe, regardez comme on est beau et comme on peut se mettre en danger face au prédateur. Et c'est Vinciane Després qui a travaillé avec cet ornithologue et qui a justement, à partir de ses observations, construit toutes ces hypothèses sur l'intelligence des oiseaux et des animaux en général, et sur les dispositifs expérimentaux qui rendent les animaux plus intelligents. Et voilà, c'est un peu mon clin d'œil à Israël qui est effectivement qui ne nous montre pas ses aspects les plus intelligents aujourd'hui, mais à travers ce jazzman ou cet ornithologue, il y a aussi dans l'histoire d'Israël une façon de penser son environnement, de se penser soi-même comme sentinelle et de penser son environnement à travers une modalité de la surveillance que moi j'ai toujours gardé en tête quand j'ai essayé d'étudier des dispositifs de surveillance ailleurs, en France ou en Chine. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Keck, c'était Craquer l'époque. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Juliette Duclos-Valois. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.